Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Générique. Si vous voulez voir les précédents vendredis lecture, ou les chroniques dédiées à un titre plus en détail, je vous mets la playlist chronique manga. dans une fiche dans le petit i et dans la barre de description. Et aujourd'hui on fait Un vendredi lecture Shoujo Manga. Allons-y. Les titres choisis par Morgane. Oui. En ce début d'année du coup, 2021. c'est le premier vendredi lecture en tant que tel, et je me suis dit, il y avait pas mal de shoujo manga qui avaient eu des suites, mais pas seulement, dont on n'avait pas eu l'occasion de parler à la fin 2020, notamment parce qu'il y a eu toutes les vidéos vendredi lecture top 20 des séries lancées en 2020. N'hésitez pas à retourner voir ces vendredis lecture également. Eh bien, je me disais, c'est très bien, il y a beaucoup de shoujo dont j'avais envie de parler. Voilà. Donc, on va commencer Ben oui. par, en fait, une nouvelle série. Plus exactement, du coup, Une réédition magnifique. Magic Knight Raiders. Alors, originellement, c'est paru chez Kodansha et prépublié dans Nakayoshi. Nakayoshi que voici, dans lequel a été prépublié notamment Sailor Moon et est actuellement prépublié Cardcaptor Sakura, Clear Card Arc. Et donc, avec Magic Knight Raiders, les Clamp réalisaient leur première œuvre destinée à un public plus jeune, puisque, du coup, comme le disait Rosalie, c'est prépublié dans Nakayoshi. Et Nakayoshi, ici, c'est donc des shoujo petites filles, école primaire à collège. on a une aventure dont les héroïnes sont des collégiennes de 14 ans qui se retrouvent projetées dans un univers dont elles doivent sauver la princesse Émeraude qui a utilisé ses derniers restes de magie pour les appeler dans cet univers. Et oui, c'est Donc, vraiment un grand classique. Moi, j'en ai fait une chronique dédiée que je vous inviterai à aller voir. Cette réédition par Pika d'un titre qui est un des premiers à avoir été dans leur catalogue, puisqu'il avait été publié en France par Manga Player, qui est ensuite devenu Pika avec une réédition avec le logo Manga Player. Là, ici, la réédition est vraiment de toute beauté avec des illustrations issues des artbooks en couleur. Ouais, ça, j'étais assez étonnée. Hein. Également, en fin de volume, il y a des bonus en couleur qui racontent un petit peu des scènes de vie quotidienne des héroïnes. Et globalement, la jaquette est vraiment magnifique. Bref, on a un bel ouvrage. Ouais, ça fait une dorure, un effet dorure avec le vernis sélectif. En papier bien blanc qui rend honneur en fait au dessin tout en nuances des Clamp avec ces trois héroïnes qui sont voilà, des figures du shoujo manga et d'héroïnes qui vont se battre pour sauver un univers avec des pouvoirs magiques. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que là, le volume est un peu plus gros. Il est un petit peu plus gros parce qu'il y a les pages bonus qu'on évoquait auparavant. Ah d'accord, Par je me demandais contre, si ça va c'était être genre une comme Perfect Edition ou c'est comme ça. une sorte de Perfect Edition, mais qui reprend les tomes initiaux. C'est-à-dire, c'est une série en 6 tomes, 2 arcs de 3 tomes. Je vous inviterai à aller voir ma chronique, du coup, associée pour en savoir plus. Et j'ai vraiment aimé me replonger dans Raiders. Et en fait, je me rends compte que j'apprécie plus encore maintenant qu'à l'époque de cette première lecture. Je l'ai découvert en 96 en France. Tu as acquis de la maturité? Mais oui, pour lire du shoujo manga, parce que aussi, j'étais pas habitué à ce type de narration au début. C'est-à-dire en France, on a eu dans les premiers mangas publiés, certes, il y a eu Candy, mais autrement, on a eu Dragon Ball, Akira, il y a eu Sailor Moon qui détonnait du coup un petit peu, mais autrement Ranma. Bref, clairement, Raiders m'avait un peu déstabilisé dans sa narration, mais maintenant, j'ai l'habitude de lire Mais du c'est shoujo. la narration Clamp aussi à l'époque qui C'est était vrai. très novatrice, très graphique, très esthétique. Très esthétique, comme tu dis. Avec Donc je pense que c'est aussi beaucoup ça. T'as Oui. lu genre Tokyo Babylon ou Oui, X? oui. Ça aussi ça devait être déstabilisant par Bah, rapport X un à... peu moins, je trouvais. X répondait un petit peu plus à certains critères, mais je suis d'accord avec des doubles pages ici dans Raiders dédiées à l'introduction d'un personnage. Et puis, des fois, ça va très vite, donc dans les phases de combat. Mais bon, on est vraiment face à des scènes magnifiques de Magical Girl. Oui, parce que les combats en fait c'est pour de petites filles. Mm. Donc voilà, ça On répond va à pas la s'y cible aussi. attarder et on va se concentrer sur l'évolution En des tout cas, ce personnages. que je trouve plaisant, c'est que même si c'est une réédition d'une œuvre que c'est marqué derrière, attends, c'est arrivé en France en 96, c'est au siècle dernier, mais quand tu regardes l'intérieur, c'est toujours Ouais, aussi beau, ouais. c'est toujours aussi magnifique.
Voilà, une petite scène de Tout à transformation. fait d'accord. Ouais, pour moi, ce qui me marquait dans cette œuvre-là, c'est toutes les scènes avec la princesse émeraude, justement. C'est pas du tout ce que je montre, mais en fait, je suis en train de chercher. Voilà. Pour moi, c'est très marquant ça. Tu vois, un air un peu très mignon et en même temps un peu dramatique, des yeux très pointus, assez uniques, inimitables, et puis des longs cheveux qui se perdent parfois, même s'ils sont associés à des nuages ou à des pétales de fleurs. Voilà, pour moi, c'est toute l'esthétique Clamp voilà, qui rayonnait déjà à l'époque. Euh, Bah voilà. Je crois que d'ailleurs, dans mes premiers fan art qui utilisaient l'informatique pour la couleur, c'était des fan art Clamp. Hmm, Parce que c'était vraiment marquant, quoi. Tu vois ça, tu dis waouh, c'est archi beau. hmm. Et sinon, en fait, quand je dis les yeux très très pointus comme ça, ce que je trouve drôle, c'est que quand tu lis un manga, ça passe très bien, c'est magnifique, c'est trop beau, tu plonges dans le regard des personnages. Et par contre, toutes les adaptations animées des œuvres de Clamp de l'époque, il y avait ce genre de chara-design, jamais ça a été bien rendu. Que ce soit l'adaptation animée de Magic Knight Warriors, ou même de X, même de Tokyo Babylon, chaque fois, dans cette époque-là, je trouvais que l'adaptation animée, c'est... Et par contre, quand elles ont pris un style beaucoup plus Arrondi. rond, voilà, Ouais. comme dans Ouais. Cardcaptor Sakura, Ouais. ça passait très très bien en adaptation animée. Mm. Mais après, par contre, le chara-design pointu, je trouvais que ça rendait très bien quand c'était elle-même qui était chara-designeuse d'animé. Hmm, Exemple, Code Geass. Ça rendrait super bien. hmm. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'elles soient chara-designeuses de leur propre adaptation animée. Ouais. Et là, ça aurait été impeccable. Je pense que c'était difficile avec les séries qu'elles avaient en cours à l'époque, puisqu'elles avaient X en même temps que Rayers et puis d'autres Super produits. prolifique à Et en l'époque. même- Oui, super prolifique, alors qu'elles n'étaient que 4 pour faire ça. Ouais. Donc c'est vraiment une très bonne, pour moi, redécouverte. C'est pour ça que j'avais envie de le présenter en premier. Je ne peux que le recommander, comme disait Rosalie, ça n'a pas vieilli du tout. C'est incroyable de se dire, Ouais, ça a ça été c'est. produit il y a 27 ans. Et en fait, c'est tout aussi actuel, tant dans les thèmes abordés, dans le style de dessin. C'est bluffant, hein. Elles sont vraiment très fortes. C'est trop beau, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est peut-être des trucs comme ça, là, qui te perturbent dans la narration. C'est-à-dire, tu vois, t'as une scène un peu dramatique qui est Mm. incrustée Mm. dans les pensées d'un Mm. personnage qui Ouais. raconte à quelqu'un. Mais je trouve que c'est ce qui est super beau. Oui, je suis d'accord. Qui me perturbait, je Qui te tiens à le perturbait dire. autrefois. Oui, voilà. Maintenant, tu as la maturité pour Maintenant, le j'ai lire. lu tellement de shoujo. Non, mais c'est vrai, il y a une habitude aussi qui s'est faite. J'ai plus été seulement biberonné au shonen manga, mais aussi à d'autres C'est marrant. modes de narration. T'avais Ouais. regardé l'adaptation animée de Magic Knight J'ai Raiders? regardé très tard, quand elle est arrivée en DVD en France, du coup, dans des DVD vendus dans le commerce. Donc, beaucoup plus tard. Mais je rêvais de voir justement Rares quand je découvrais cette série, du coup, ce manga. Je me disais, ça doit être incroyable en animé parce que notamment les scènes de transformation, c'est comme quand on regarde les scènes de transformation du manga de Sailor Moon. Ben, on a envie de les voir en animé en fait. Et en animé, ça a un petit effet en plus, je trouve. Ouais. Mais après, le chara-design fait que... Oui. Moi, l'animé, je le trouvais un peu beau. Hmm. Je trouvais que le manga était beaucoup plus puissant. Par contre, l'opening, Hmm. c'est Ouais, l'opening mythique. est mythique, comme tu dis. Je suis d'accord. L'opening est mythique. Et autrement, en termes d'histoire, c'est vrai que je préfère l'histoire du manga. Ok, c'était donc ton numéro 1. Numéro 2. On continue dans des mondes différents d'une autre, avec un titre dont j'avais chroniqué le tome 1 et le tome 2, qui est donc les Chroniques d'Asfareo, qui a vu son tome 3 paraître en France aux éditions Akata au mois de novembre. Donc, les chroniques d'Asfareo, Asfareo no Sobayo Onin, paraît au Japon chez Hakusensha et prépublié dans Hanato Yume. Était prépublié dans Hanato Yume, qui est à destination de jeunes filles de collège à lycée. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai une chronique complète sur les chroniques d'Asfareo qui nous plonge dans l'univers, dans le royaume d'Asfareo, mais pas seulement dans le royaume d'Asfareo, puisqu'il y a d'autres royaumes autour, donc il y a des enjeux un peu géopolitiques autour de ça, avec une héroïne qui se retrouve, Lukul, l'héroïne qui se retrouve à s'occuper du roi d'Asfareo, Julius, qui est un dragon, Julius. mais en fait ce n'est pas
ce n'est pas qu'un dragon, en fait, c'est un humain qui a une malédiction, et donc qui est tout le temps sous forme de dragon, sauf à certains moments. D'où ici la représentation de Julius, comme tu l'évoques très justement, et bien, sur cette couverture qui est très réussie. Et ce troisième tome, c'est quelque part pour moi le deuxième lancement de la série, parce que c'est véritablement là que toute une nouvelle galerie de personnages est introduite, et notamment un antagoniste majeur pour eh bien, les personnages qui sont au cœur de ce manga, avec un mystérieux personnage plutôt noir, sombre, qui vient mettre la panique à Asfareo et qui va se présenter comme le futur adversaire principal de Julius, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc je me dis vraiment, c'est le moment où la mangaka a eu, Shiki Chitose a eu, on va dire, carte blanche pour faire une série un petit peu au long cours, introduire des personnages qu'on ne voit pas tous présentés véritablement dans ce tome-là. On se doute que ça va nous donner matière à les découvrir plus dans les prochains tomes. Donc c'est une sorte de prologue ou d'introduction à la suite. Oui, c'est ça, elle étend son univers. Mm. Le truc, c'est que ça se voit beaucoup. Et ça se voit beaucoup, par exemple. Du coup, à un moment donné, Lou Cool arrive, eh bien, elle est capturée par justement cet antagoniste qui l'invite ici dans la Légion des Mâchoires du Dragon, et on voit plein de personnages avec des chara-design bien réfléchis, donc dont on se doute que ça va devenir des personnages secondaires importants, et du coup qui vont être développés au fil des tomes suivants. On serait dans un shonen manga, dans un Sanseiya ou autre, je me dirais il va y avoir des combats contre chacun, on va avoir progressivement la révélation sur le rôle de chacun des personnages. Voilà, moi j'ai apprécié parce que ça nous fait... Ce manga-là, vu la manière dont il était amené dans le tome 1, dans le tome 2, qui commençait aussi à élargir, il fallait vraiment élargir la chose, je me dis, c'est peut-être un élargissement pour toute la série jusqu'à sa fin, puisqu'elle compte 9 tomes, hein, donc on sait qu'il reste... c'est un bon score. Voilà, hein. plus que 6 tomes, entre guillemets, plus Il que manquait 6 qu'un tomes. tome pour atteindre la dizaine. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est intriguant, à voir comment ça va évoluer. Mm. Le concept de dragon change un tout petit peu parce qu'au début, Julius, c'est un dragon, mais un peu comme une divinité. Par sa bonne santé, rayonnait toute la nature autour. Dans le village, il pouvait y avoir prospérité, de l'agriculture et tout ça. Et puis avec ce tome-là, en fait, on aperçoit un autre usage éventuel de dragon, c'est-à-dire un dragon guerrier. Bon. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Voilà. Voilà. Du coup, J'aimais bien le parti pris du début, disons. Ouais, je comprends. Alors, on continue toujours Ok. dans les univers Troisième titre. voilà, différents, avec le tome 2 d'un manga que j'ai aussi chroniqué, donc si vous voulez en savoir plus sur cette série, qui sera en 8 tomes, donc série terminée, note au contraire, je ne te laisserai pas mourir. Donc au Japon, ça paraît chez Akita Shoten, prépublié dans Mystery Bonita. Voilà. Donc on se souvient, à la fin du tome 1, on avait été sur notre fin, puisqu'il y avait une avancée rapide 16 ans plus tard, dans Sur cet 3 pages univers à peine. de science-fiction, sur 3 pages, comme tu le dis, où on a effectivement les protagonistes qui n'ont pas vieilli en apparence, puisque ce sont des néothènes. Ils représentent en quelque sorte dans cet univers-là l'avenir de l'humanité. Ils sont dotés de gènes qui les font vieillir beaucoup moins rapidement. Du coup, ils peuvent vivre des centaines d'années. Et on voit du coup le héros étudier une petite fille qui est atteinte de la même maladie. C'est ainsi qu'elle est introduite dans le premier tome, qu'une des protagonistes du premier tome, c'est-à-dire la daphnéite, qui consiste à avoir un drôle de comportement corporel, un peu comme une sorte de végétal, avec une vie courte, puisque la daphnéite fait que les enfants vivent au maximum une quinzaine, 16 ans, une quinzaine d'années. Du coup, c'est un peu l'effet contraire.
C'est tout T'as à les fait l'effet néothènes qui contraire. vivent plus longtemps et puis qui restent jeunes. Et là, avec la daphnéite, au contraire, ta vie est très éphémère. Voilà. Donc on a des nouveaux personnages qui sont introduits dans ce tome-là, et aussi, Oh, je me dis, ça doit être pour ça qu'en version française, il a appelé ça nos temps contraires. oui, Parce que du coup, la temporalité est contraire. je pense. Oh, je comprends. Enfin, parce que sinon, en fait, le titre japonais, c'est Kimiyoshi Nase Naitame no Monogatari. T'as pas du tout de concept de contraire. Ouais, c'est vrai. Donc tu dois avoir raison. Ouais, ouais. On a des personnages un peu noirs aussi qui apparaissent, les technocrates, qui sont là pour vérifier que tout dans cet univers de science-fiction est bien mené selon les règles et selon des règles strictes, puisque tout doit être contractualisé. Il y a une réflexion qui commence à se faire sur la notion eh bien, à la fois de productivité, mais aussi de sens pour la société, qui semble être très important dans cette société. Tu veux dire très productivité, tu contractualisée. veux dire procréation? Non, je parle aussi d'avoir un impact dans la société, dans son évolution, puisque le héros voit apparaître les technocrates au moment où ceux-ci ne sont pas sûrs en fait que les recherches qu'ils mènent sont vraiment utiles pour la société. Oh. Donc une question qui vient, c'est la question, est-ce que la valeur d'un individu est d'une part associée à sa longévité potentielle, mais aussi à son utilité eu égard à la société et aux personnes qui l'entourent. Donc j'ai trouvé, c'est ce qui me fait vraiment m'attirer vis-à-vis de ce titre, c'est cette réflexion-là, à la fois sur une vision de la société très régie par des contrats partout et avec une réflexion très utilitariste de tout ce qui est relations interpersonnelles. Et puis le mystère autour justement de ces évolutions scientifiques et entre les temps contraires qui se mettent en place pour les différents personnages. En fait, ici, il y a 3 temporalités, puisqu'il y a les temporalités des humains, entre guillemets, normaux, qui ont grandi et pour qui il a passé 16 ans. En fait, le héros, il a un frère qui a vraiment pris de l'âge, quoi. Il a pris 16 ans, donc maintenant il a à peu près 35 ans. Son frère, il en avait 20 à l'époque. Et donc les néothènes qui ne vieillissent pas, et au contraire, ceux qui sont atteints de la maladie de Daphné, qui eux sont condamnés à avoir une vie courte. Mais en fait, c'est les humains normaux qui servent à rien dans l'histoire. On verra ça. Parce que les néothènes, ils sont précieux pour leur ADN et les humains normaux, Ben oui, je suis d'accord. ils sont juste bons à Là, procréer. ils sont vus comme étant être remplacés. la fin, oui, c'est ça, comme une sorte de... C'est le souffle final de l'humanité ou pas. Donc, il y a beaucoup de soins apportés au contexte scientifique toujours, des explications assez larges et puis des doubles planches parfois assez étonnantes qui viennent, eh bien, du coup, Là, t'as nourrir la le maturité mystère. pour le lire. Ouais, j'ai la maturité pour le lire maintenant. Voilà. Donc, moi, c'est un de mes coups de cœur en ce moment. Donc, Ah bon? oui. Ah, d'accord. Ouais. Ah bah carrément, Ouais, waouh. je le recommande chaudement. Oh! Très bien, c'était le 3e titre, maintenant 4e. Maintenant, on va revenir dans un quotidien beaucoup plus contemporain, un quotidien japonais, de la romance lycéenne telle que je l'aime. Et on va passer au tome 6 de Jardin secret. Ok, attends, Donc, j'arrive. Jardin secret, qui est un titre qui vient de se terminer au Japon. Alors, au Japon, est publié chez Kodansha et prépublié dans Betsufure, de son titre original Takane no Ransan. Et d'ailleurs, ils apparaissent ici, puisque c'est l'avant-dernier chapitre dans ce numéro de Betsufure. Donc, le dernier chapitre étant paru dans le numéro de janvier du magazine. Donc, c'est vraiment une série dont on sait à peu près le cadre, une dizaine de tomes. Attends, je vais pas spoiler. Donc, et eh bien, la dernière fois qu'on avait parlé de ce titre-là, j'étais un peu mitigé parce que pour redonner, on va dire, du dynamisme à l'intrigue, la mangaka avait commencé à introduire un triangle amoureux qui devenait, qui n'était pas du tout dans les plans initiaux. Et donc, ce triangle amoureux, moi, je trouvais qu'il alourdissait de manière un peu artificielle l'intrigue, à faire naître des tensions, des rivalités, des doutes chez l'héroïne.
Et je trouvais que c'était un épisode un peu embêtant parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve souvent dans du shoujo manga. Dans du shoujo à destination de collégiennes. Oui. Magazine étant à destination de collégiennes à lycéennes. Et heureusement, le triangle amoureux se résout finalement. Donc on va dire ça a pris une demi-partie de ce tome-là et la demi-partie du tome précédent. Ah, il est débarrassé. Et c'est ça. Et après, on commence à revenir à une histoire sympa qui se concentre vraiment sur l'évolution de la relation amoureuse entre les deux protagonistes, donc entre Ran et puis Akira, avec des scènes ultra mignonnes. Il y a la préparation de la Saint-Valentin qui est là, mais pas seulement. On est reparti dans ce que j'aime dans cette série. Mais en fait, ce que tu aimes, en fait, je me dis, c'est tu aimes la romance pure que tu trouves normalement dans de la romance à destination, enfin dans un shoujo à destination un peu plus mature. C'est vrai. À destination de lycéenne à vingtaine, par exemple. Ce qui est le cas de Dessert. Ça aurait pu être dans Dessert, je trouve. Ouais, ça aurait pu être dans Dessert. Dans la ligne Dessert. éditoriale, ça aurait eu sa place. Oui. Sauf le passage forcé. Mais bon, je me dis, c'est peut-être... comme tu le montres, puisque là on est chez la même maison d'édition, on est chez Kodansha, entre Betsufule et puis Dessert. Donc on est effectivement, quand on va vers Dessert, vers un public un tout petit peu plus âgé. Et voilà, donc moi j'ai aimé la tournure que prenait la deuxième partie de ce tome-là, ça m'a rassuré. Voilà. Oui, moi aussi. Donc, c'est comme s'il y avait un mauvais rêve à un moment donné. C'est ça, il y a eu un mauvais passage. Et enfin, on revient à l'essence même de l'histoire. Voilà, qui est vraiment caractérisé par aussi... Tu sais, moi j'ai l'impression... Tu sais, c'est un peu comme dans Bakuman, à un moment ils expliquent, ils ont dû changer d'éditeur, et puis l'éditeur, il avait envie que l'histoire parte dans une autre direction, et les mangaka avaient pas envie, mais bon, ils se sont laissés convaincre. Après, ils ont essayé de faire partir l'histoire là où voulait le responsable éditorial, plutôt, c'est ce que je voulais dire. Et puis après, finalement, voilà, ils reviennent à ce qu'ils voulaient faire d'origine, et les lecteurs s'y retrouvent beaucoup plus. Là, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Ouais, clairement. Ça donne l'impression. Vraiment... Et là, on voit vraiment le découpage par arc. Ah ouais, là, là, on a fini l'arc du triangle amoureux, ok, on a résolu, tout va bien, et on passe sur un tout autre champ. Donc, tant mieux. Hein. Oui, tant mieux. Mais je pense que s'il a été résolu assez vite, parce que pour la peine, pour un triangle amoureux, il a été résolu finalement assez vite. Je pense qu'il y avait des retours qui devaient être mitigés. Alors, c'était donc la 4e lecture. Maintenant, 5e lecture. Et on va aller vers une lecture, entre guillemets, un tout petit peu plus adulte, comme tu disais, en tout cas vers un autre magazine de prépublication, puisqu'on va parler du dernier tome en date de Ellie. Ellie, qui est donc publié chez Kodansha au Japon, prépublié dans le magazine Dessert, le magazine qui est complètement Morgane. Oh, j'adore ce magazine. Attention, la destination de tous ces mangas à l'intérieur, y compris de Yobisaki Toranen, A Sign of Affection, est lycéenne à vingtaine. C'est-à-dire, quand t'es lycéenne et que t'as 18 ans, 19 ans, t'es encore considérée comme une jeune fille au Japon. T'es pas considérée comme une adulte, contrairement à la France où à partir de 18 ans, t'es déjà adulte, quoi. Donc, tu es toujours shoujo, tu es toujours jeune fille. Voilà, je dis ça parce que ça m'a fait rire. J'ai vu un truc qui disait Sign of Affection, c'est du josei. Largement pas, au secours. Eh oui. Largement pas, c'est du shoujo. Je suis d'accord. Et donc, Ellie aussi est du pur shoujo. Et donc, Ellie s'est terminée au Japon. D'ailleurs, on y était au moment où le dernier tome est paru. Et puis, dans la prépublication de Dessert, il y avait eu une célébration autour de ça. Ouais. Donc, la série... C'est quand on a eu le drama CD ? Oui, ouais, c'est tout à ça. fait. Donc vous pouvez aller revoir nos vidéos autour des magazines japonais. Quand on a déchiré les magazines, on a gardé le drama. Et puis tu avais envie de montrer les pages du chapitre final et je t'ai dit non. Voilà, donc Ellie, ici on est au tome 9. La relation entre les deux protagonistes, elle est à peu près stabilisée. Entre Omi et Ellie, ils sont amoureux. La question, c'est vers quelle prochaine étape va leur relation. Et donc Ellie, l'héroïne, qui se faisait plein de fantasmes, est sur le point de concrétiser, c'est-à-dire de consommer charnellement sa relation avec le héros. Et d'un coup, entre le fantasme de la lycéenne qui est un petit peu à s'imaginer des choses, mais sans
véritablement avoir conscience de ce que ça implique, et puis le moment, entre guillemets, du passage à l'acte réel, eh bien, c'est le moment où elle tombe des nues parce qu'elle se rend compte qu'elle ne connaît rien sur, finalement, ce que c'est que véritablement l'amour charnel, et du coup, c'est l'angoisse pour elle. Donc ce tome-là focalise vraiment sur ces questions. Je trouvais que c'était très drôle. Enfin, c'était plutôt comique, quoi, comme tome. Tout à fait. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que tu perds complètement le fait qu'elle a un compte Twitter où elle fantasme n'importe quoi. C'est parce que maintenant, elle vit son rêve éveillé, quoi. Donc, voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant que le shoujo manga aborde ici, ce tome de Ellie aborde cette question-là. C'est pas forcément traité de manière aussi large dans les doutes que peut avoir une jeune femme dans des shoujo mangas. C'est pas toujours autant traité dans les histoires. Ce genre de doute ? Oui. Oh si. Ah bon, je n'avais pas l'impression. Et quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as lu ? Bah si, dans les mangas de cette tranche d'âge. Évidemment pas dans, je sais pas moi, dans cette tranche d'âge-là, non. C'est vrai. Voilà, en fait c'est ça, c'est que on perd toute la catégorie tranche d'âge qui est visible au Japon. Quand ça arrive en France, on ne sait plus quoi. Après, on a tendance à mélanger tous les shoujo entre eux. C'est vrai. Mais bon. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. On va doucement vers la fin de l'histoire. Et, ça se finit en combien de tomes déjà ? J'ai plus mémoire du bientôt nombre quoi. Bientôt, oui. Donc voilà, c'est toujours très plaisant à lire. Ouais. Bah, on les aime bien ces personnages, donc c'est toujours sympa, mais c'est vrai que le concept de l'histoire, ça y est, commence à s'épuiser. C'est ça. Donc voilà, il est temps de mettre une belle conclusion à cette histoire. La conclusion dont on devine qu'elle consiste à donner pour les deux protagonistes une idée un peu plus précise de ce qu'ils feront après le lycée, donc quels sont leurs projets après. D'ailleurs, le dernier arc, en tout cas l'arc qui est amorcé à la fin de ce tome-là, semble aller dans ce sens-là. Ouais, bah c'est la fin lycée, quoi. C'est la tranche d'âge. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses au manga de chez Dessert qui se terminent à ce moment-là. C'est-à-dire au moment du passage, eh bien, c'est la fin de lycée et on conclut à peu près à ce moment-là. Voilà, donc... T'as mis du temps à le lire, hein, parce que moi je l'ai lu il y a longtemps. Alors, il y avait beaucoup de choses à lire au mois de décembre, c'est pour ça. Et je me souviens presque plus de l'histoire, j'ai dû refeuilleter. C'est pour ça. Mais voilà, donc on profite du coup fin d'année 2020, début d'année 2021 pour rattraper le retard et puis du coup faire en sorte de vous partager à l'heure où on va avoir les premiers titres de 2021 qui arrivent, en tout cas les titres à suivre, les bonnes découvertes, redécouvertes, et là on en est des shoujo manga que je recommande. Donc là, c'est que des titres vraiment que je trouve plaisants, que je recommande, que j'ai choisi de mettre en avant dans ce vendredi lecture. Voilà, du coup, je pense que j'ai fait le tour. As-tu un dernier mot ? Non, bah, c'est très bien. Écoute, ça fait un panel assez varié de plusieurs types de shoujo manga, entre du fantasy, de la science-fiction, de la romance gentille, de la romance un peu plus mature. Voilà, c'est plutôt pas mal comme panel. Voilà, du coup, en 2021 comme en 2020, on continuera les vendredis lecture. On espère que ça vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des séries et de vous guider dans vos choix au moment en librairie de savoir pour quel manga craquer. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, savoir si certains des titres qu'on a présentés vous ont plu, et puis s'il y a par exemple des coups de cœur ou voilà, toutes les impressions que vous pouvez avoir sur ces titres, et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Et avant de mettre le générique, un petit bonus. Tu te souviens bien du générique de Magic Knight Rayearth ? Pour moi, c'est les premières notes. Je trouve que c'était... Oh, tu t'en prends plein la face rien qu'avec ça. Mais je suis incapable de le chanter. Hein. C'est vrai. Ah oui. Même du par cœur. Les premières phrases et tout. Non. Ouais, vas-y. Attends, j'ose ou pas ? Mais oui. Au pire, je verrai si je coupe ou pas. Mais non. Oh, j'ai adoré cette séquence. Encore. Je sais pas si je vais la vous avez aimé si ça se trouve, ça va être juste pour le fan club. Voilà, je compte sur vous. Laissez des commentaires. Dites-lui qu'il faut qu'elle chante plus souvent sur la chaîne. Allez, générique.